tous. Eh bien, nous sommes avec vous avec quand même 7 minutes de retard, mais c'est la pub qui fait ça, pas moins, pas ni point embouteillage au-delà. Donc, nous sommes avec vous jusqu'à 14h, peut-être un peu plus, 14h15. On va recevoir dans un instant Michel Gédéon, président de la FAPEC. Bonjour. Bonjour. C'est la rentrée scolaire aussi dans 2 semaines, mais pour l'instant, les enfants sont en vacances. Mais les problèmes demeurent. On va parler avec lui de ce qui se passe. Harry Osier-Lafontaine, directeur de l'INRAE, va nous parler de Cambionnet, un projet pour construire ensemble une nouvelle agriculture dans la zone Caraïbe, Amazonie. C'est très important, surtout dans cette période. Et puis, nous allons rencontrer pour la première fois, par contre, ça y est, je passe pas la main, c'est un cheveulogue. C'est son nom. C'est M. Nibentom, cheveulogue, son bouquin, qui est intéressé aussi, puisqu'on n'est pas loin de moi. Et aussi, comme d'habitude, le lundi, Jean-Luc Divial pour sa chronique Edamiso. Sinon, l'actualité, elle est un petit peu réduite en ce début de semaine, puisqu'il devait avoir un reportage sur la conférence de presse du MAC, après le licenciement, entre guillemets, non, elle n'est pas encore licenciée, elle est seulement mise à pied de Mme Laurella Rinson. Mais pour l'instant, la conférence de presse a été reportée. On devrait nommer un administrateur pour la remplacer. On ne sait pas ce que ça va donner. Les ateliers Foodil, c'était ce week-end. Et puis, Semaine Créole, les femmes à l'honneur. Ou bien, on va parler de tout ça. Voilà un peu ce qui fait l'actualité aujourd'hui. On sommes dans une période, comment disait catholique, pascale. Donc, nous prévoyons, puisque lundi, mardi, mercredi, à partir de vendredi, tout sera bloqué, puisque le préfet gouverneur a annoncé que pendant le week-end de Pâques, il va bloquer toute bitin à partir de 18h au pays de sorties. Donc, ça qui est 11 gens, mais les crabes qui déroulent quand même. Donc, je vous l'ai dit, on reçoit Michel Gédéon, c'est le président de la FAPEC. Pendant pratiquement 3-4 semaines, des parents d'élèves se sont mobilisés dans un lionnage pour Timoun par rapport au masque. Il semblerait que ces parents d'élèves ne supportent pas que leurs enfants portent des masques. Alors, dans un communiqué qui était sorti à l'époque, la FAPEC disait à la rectrice de respecter les parents d'élèves. Pourquoi? Bonjour à tout le monde. Donc, je suis en train de réfléchir, me dire quel communiquer. Mais il y en a tellement, c'est ça? Oui, bon. Oui, parce que c'est vrai que la FAPEC communique. Maintenant, respecter les parents d'élèves, ça nous paraît tout à fait... Sans échanger avec les différents acteurs de l'école. Ah oui, ça c'était le début. Oui, à coup de monnaie imposée. Oui, tout à fait, effectivement. C'est le début, j'allais dire, de cette affaire, effectivement, où on a su, comme ça, par hasard, qu'il y avait ce port du masque dans les établissements scolaires. Cela dit, je rappelle, notre position sur cette affaire, la position de la FAPEC, nous l'avons déjà exprimée. En disant que nous avons quand même fait le constat, et pour nous, l'essentiel, c'est que les enfants puissent aller à l'école. Oui. Donc, nous n'avons pas voulu, d'ailleurs, rentrer en conflit avec les autres parents, ceux qui manifestent contre le non-port du masque. Oui, aussi. Il y avait deux camps. Nous considérons que les gens sont libres de manifester. Mais je tiens néanmoins à rappeler que notre fédération a aussi cette liberté d'avoir sa position. Oui. Et nous demandons à tout un chacun de respecter la nôtre, d'autant plus que nous respectons la position des uns et des autres. Oui. Parce que dans ce dossier, c'est un dossier complexe. Parce que beaucoup de choses sont dites, et même au niveau des scientifiques, on se rend compte que là, il y a beaucoup de débats. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui sont pour, etc. Donc, nous ne sommes pas scientifiques à la FAPEC, nous ne sommes pas des scientifiques, nous ne sommes pas au conseil scientifique. Donc, c'est pour cette raison que nous avons voulu privilégier, en tout cas, le retour à l'école de nos enfants. Oui. Parce je rappelle qu'il y a un an, on était en plein confinement. Il y a des enfants qui ont raté pratiquement une année. Et avant ça, il y avait une grève. Et avant ça, il y a eu la grève, etc. Il y a eu des mouvements sociaux. Donc, ce qui veut dire que Jodlan et Timoun qui a un problème. Ouais. Timoun qui, depuis on l'en est, pareil, l'école, qui à l'école, mais avait difficulté. Donc, nous n'avons pas voulu faire de cette question de masque la priorité des priorités. Parce que nous pensons qu'à l'école, aujourd'hui, en Guadeloupe, dans cette école, il y a énormément de problèmes. Et nous avons rappelé notre position. Nous avons dit qu'il faut avant tout que le protocole sanitaire soit respecté dans nos établissements. Et ça nous a répété depuis on l'a l'année. Est-ce qu'il est respecté? Mais une des côtés respecté, des côtés moins respecté. Mais c'est vrai que depuis le Covid, il y a certains endroits où les enfants ont découvert, par exemple, l'existence du savon. Donc, des collectivités font effort pour mettre savon. Et parce que là, on n'a pas cessé de le dire. Par exemple, dans certains établissements scolaires, des enfants qui n'allaient pas aux toilettes parce que ces toilettes-là n'étaient pas propres. Ils ont arrêté toute une journée jusqu'à temps qu'ils rentrent à casa maman. Donc, tout ça pour dire qu'il y a de véritables problèmes dans nos établissements scolaires. Et il n'y a pas que ça. Donc, nous n'avons pas voulu focaliser notre action sur la question du masque.
D'autant plus que nous pensons que pour tous les parents, quand nous discutons avec les parents, tous les parents veulent du bien pour leurs enfants. D'un côté, il n'y a pas de bons parents, c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas de porter masque, c'est des bons parents. Et ceux qui sont pour le port du masque, c'était des parents bandits, des criminels, pas du tout. Oui, mais quand la rectrice dit si vous ne voulez pas que vos enfants portent des masques, vous les gardez chez vous. Oui, ça c'est maladroit. Je pense que là encore, c'est une maladresse au niveau de la communication du rectorat. Je crois que dès le début, il aurait fallu effectivement rencontrer tous ceux qui sont impliqués effectivement sur cette question-là. Maintenant, est-ce qu'il y avait la volonté de rencontre? Je ne sais pas. Oui. Parce que là aussi, j'ai entendu beaucoup de choses, même à l'égard de la FAPEG, en disant que, par exemple, je suis un agent de l'État français, la FAPEG a pris position, etc. Bon, personnellement, l'agent de l'État français, peut-être qu'il faut aller chercher ailleurs. Oui. Donc, voilà. Donc, notre combat, c'est un combat pour l'école et depuis... Vous n'avez jamais rencontré le lionnage pour tout le monde? Non, il n'y a pas eu de demande en ce sens. Nous n'avons pas rencontré de lionnage pour tout le monde. Mais ça ne vous a pas intéressé de les rencontrer quand même, en dehors des demandes Nous avons vu beaucoup d'écrits, nous avons vu des déclarations, parfois des déclarations qui étaient des déclarations très dures. Donc, on s'est dit qu'on attend que la tension puisse disparaître. D'accord. Nous sommes des Guadeloupéens. Mais ce matin encore, il y a eu une tentative de blocage. Oui, nous sommes des Guadeloupéens. Donc, nous espérons en tout cas qu'on allons... nous allons nous rencontrer, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas contre, mais il faut effectivement qu'il y ait un respect de part et d'autre. En tout cas, à notre niveau, nous respectons toutes les positions, et surtout, nous ne sommes pas là pour imposer à qui que ce soit une position. D'accord. Nous avons la nôtre et nous la défendons. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, je reviens là-dessus, pour nous, ce qui est essentiel, c'est que les enfants retournent à l'école. Parce qu'aujourd'hui, le niveau dans nos établissements scolaires, le niveau de nos enfants baisse terriblement. Et ce n'est pas seulement au niveau de la Guadeloupe. On l'a vu au niveau international également, cette pandémie, ce Covid-là, qui a posé un sérieux problème concernant l'école en général. Donc là, il y a ça, il y a la question du non-port du masque, la question du port du masque. Il y a aussi la question d'autres problèmes au niveau de l'école. Et j'ai l'occasion de rappeler, par exemple, on prend un cas, concernant le suivi des enfants, l'aspect médical dans nos établissements scolaires. Là, il y a beaucoup d'enfants qui ne voient pratiquement pas une infirmière scolaire parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'on est en train justement de diminuer, de faire disparaître ces postes. Oui. Les psychologues scolaires, il n'y en a pratiquement pas aujourd'hui dans beaucoup d'établissements de Guadeloupe. Donc là, il faut faire attention. L'accueil effectivement des enfants en situation de handicap, il y a énormément de problèmes. Il y a la question même des programmes. Il faudra aborder toutes ces questions. Vous êtes en train de dire, Michel Gédéon, que le problème des masques ne doit pas masquer les autres problèmes. Ah oui, c'est tout à fait ça. Moi, je veux bien, moi, je ne suis pas contre qu'on aborde la question des masques, mais il faut qu'on aborde aussi toutes les questions qui concernent l'école. Et là, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une seule question dans l'école en Guadeloupe. Non, pas du tout. Il y a la question, effectivement, de la réussite de nos enfants. Je rappelle, même avant le Covid, nous avons énormément d'enfants qui quittent le premier cycle, qui rentrent en sixième, qui ne savent ni lire ni écrire. Donc ça, il y a un problème. Et nous savons très bien où se trouve le problème. Il faut aujourd'hui, et nous le disons, il faut diminuer sur le nombre d'enfants, notamment au niveau de la grande section de CP, au niveau du CP, grande section maternelle, au niveau du CP, au niveau du CE1. Il faut diminuer sur le nombre d'enfants. On nous parle, on nous dit, ouais, il y a effectivement une baisse démographique. Mais nous ne cessons de le dire. Profitons de cette baisse démographique, justement, pour faire en sorte ce qu'on appelle le groupe classe soit diminué, qu'on puisse avoir des groupes classes de 10 enfants pour permettre qu'il y ait un suivi de ces enfants-là. Alors, où est-ce que la situation est plus complexe, dans le primaire ou bien au niveau des collèges et lycées, au niveau des générales de l'éducation? C'est un problème lié, parce que les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui au premier degré, on les retrouve au secondaire. Ouais. Parce qu'on voit, par exemple, quand vous avez des enfants qui ont des difficultés pour lire et écrire, quand ces enfants-là arrivent en sixième, ce sont des enfants, entre guillemets, qu'on appelle les décrocheurs. J'aime pas trop ce terme. Ouais. Mais ce sont des enfants qui s'ennuient, qui sont là. Ils ont même commandé là. Ouais, qui sont là parce que l'orientation, effectivement, l'orientation a été mal faite. Et le professeur même a des difficultés parfois pour encadrer ces enfants. Quand vous avez effectivement 26, 27 enfants dans une salle, c'est très compliqué à encadrer. Donc, on retrouve les difficultés de l'école donc, du premier degré au second degré. Parce que l'école, effectivement, c'est une suite logique. Oui. Mais visiblement, puisque ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit, on a le sentiment qu'on entend les mêmes choses, mais que rien n'avance. Qu'est-ce qui bloque?
Mais je pense que ce qui bloque, c'est la volonté. La De- volonté de se dire que voilà, il y a une école et il y a des problèmes. D'accord. Je crois que le confinement a permis à certains de découvrir, je le répète tout le temps, à certains élus de découvrir, par exemple des maires, de découvrir que dans leur commune, il y avait un bâtiment qu'on appelait école. École, oui. Donc, mais ce n'est pas seulement le bâtiment, l'école. L'école, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est un endroit, c'est un lieu où, effectivement, où on éduque diffuse les du enfants, savoir. on diffuse le savoir. Oui. Et donc, ça doit se passer d'une certaine manière. Ça veut dire qu'il faut que tous les acteurs soient coordonnés. Il faut que tous les acteurs se rencontrent. Et nous n'avons pas, tout le temps, nous disons qu'aujourd'hui, dans la question de l'éducation au Guadeloupe, dans la question de l'école, les choses sont saucissonnées. Tout le temps, nous interpellons, par exemple, le rectorat. Et le rectorat nous dit, ouais, mais ce n'est pas de ma compétence. C'est de la compétence du conseil départemental pour les collèges. C'est de la compétence du lycée, du conseil régional pour les lycées. C'est la compétence des communes. C'est la compétence de l'État en tel domaine. À aucun moment, tous les acteurs de l'école ne se rencontrent justement pour aborder les questions de fond de l'école. Parce que, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que, voilà, c'est pratiquement une sorte de malédiction que nos enfants ne réussissent pas? Non, ce n'est pas une malédiction. C'est parce que simplement, on ne met pas les moyens nécessaires pour permettre la réussite de nos enfants. Alors, quand vous dites on ne met pas les moyens, c'est quoi? C'est le rectorat, c'est la région, c'est l'État français? Tous ceux qui ont cette capacité de décider. Oui. Parce que c'est vrai, quand on parle de l'État français qui a déterminé des compétences pour telle ou telle collectivité. Et ça se répercute dans les écoles. Donc, je prends le cas, par exemple, si on prend une école, on a parlé de savon. Aujourd'hui, dans le protocole sanitaire, l'État a déterminé qu'il faut effectivement masque, il faut savon, il faut gel hydroalcoolique, il faut de l'eau, il faut tout vite. Oui. Mais ça, c'est de la compétence dans le premier degré, c'est la compétence des communes. L'État a décidé, mais c'est d'autres qui ont mis en place. Oui. Mais il faut au moment que l'État et les autres rencontrent pour discuter des cas qu'à nous mettre en place, qu'à ne pas mettre en place. Alors, d'accord? pas compétence, on met on y problème à programme, tout ça, mais si pour faire là, depuis on en est là, il y a ça qui l'associe à dans situation là, ça, bon problème à masse, mais problème à sanitaire, problème à programme, etc. On a des professeurs qui au bord du burn-out. Hein. Oui, mais nous comprenons ça tout à fait. Et d'ailleurs, en cas où toute famille dit bravo à l'eau professeur Guadeloupe. Ouais. Parce qu'en cas où il a fait un travail extraordinaire. Et c'est pour cette raison, moi personnellement, il m'arrive souvent de défendre le travail des professeurs en disant qu'il faut nous respecter parce que ça n'est pas évident. Et les familles ont eu compte que ça compliqué pendant justement le confinement. Ouais. Là, il fait essayer d'apprendre. Ils ont eu compte que enseigner, c'est une profession. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est une profession. Et c'est pour cette raison, et hier, on a dit au monde ça, concernant la question du masque. En tout cas, Dieu bon Dieu tombe. Et on croit qu'on enseignant que les gens tout fait avant masque, mais non. Mais tous les enseignants, quand ils regardent ces gens-là, vous ne sentez pas bien, vous sortez, vous allez dans la cour, vous allez respirer, etc. Ne gardez pas le masque. Donc, ce sont des pères et des mères de famille doués de certains bons sens. Donc là, je pense qu'il faut qu'il y ait une confiance entre tous les partenaires de l'école. Il faut qu'il y ait cette confiance entre les parents d'élèves et les enseignants. Il y a des parents qui exagèrent, il y a des enseignants qui exagèrent. Mais je parle de la majorité. Aujourd'hui, je crois sincèrement, c'est une profession difficile. C'est une profession très difficile, celle d'enseigner. Et il faut reconnaître que l'administration, le ministère, ne facilite pas la vie des enseignants. Vous avez des changements en permanence au niveau de l'éducation nationale. Et il y a c'est avec beaucoup de difficultés que certains enseignants arrivent à suivre tous ces changements-là. Donc, voilà. Quand on fait, M. Gignon, le bilan depuis une année, on l'a dit, nos élèves ont perdu beaucoup d'heures de cours. Il y a le conflit en ce moment des collectivités, du TCU-GTG et pas de cantine à Petit Bout, vous le savez, il n'y en avait pas. Enfin, ça a été rétabli à la dernière minute. À Bimao, il n'y en a pas non plus. Quel peut être le rôle de la FAPEC dans ce genre de conflit? Mais nous, ce que nous disons aux deux parties, c'est-à-dire aux syndicats et aux collectivités, à tous ceux qui sont en train de négocier, qui auraient dû être en train de négocier. Oui. Premièrement, nous avons dit, ciser et parler. C'est important. Ils ont déjà essayé. Ils ont déjà essayé, mais nous continuons. Ça ne va pas rien. Et songe en bien qui est important. Oui. Et ni si moun jod là, qui a l'école là, tant bien que mal à certains côtés, ils n'ont pas manger les midi. Pas ni cantine. Et ni si moun yo ka venir les matins, famille a obligé rentrer l'après-midi parce que famille là peut pas laisser yo l'après-midi parce qu'elle a travail pour X ou Y raison.
Et une Simone qui a arrêté vente à yo vide. Alors qu'un pays là, ça a rappelé. Nous, l'autre Simone, on ne sait pas yo prendre dans l'Hexagonis. C'est à la cantine yo prendre repas là. Ouais. Donc, il faut qu'on pense à ces enfants. Et je crois que il y a des combats qui sont des combats d'adultes, qui doivent être menés par des adultes. Et on ne pas mettre Timoun à dingue. J'ai l'impression qu'on pense Timoun en otage, quoi, c'est ça. On peut aimer les mots otage parce qu'en cas de supposé otage, ils sont peut-être très compliqués là en otage. Ouais. Mais on nous pas effectivement mener ces Timoun à ça. Ouais. Parce que là, c'est vrai, et là, je lance un appel. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à l'UTC et GTG, également à tous les exécutifs de Guadeloupe, les maires, présidents de département, présidents de région, pour dire, en nous mettez peut-être des côtés un certain nombre de, amour propre à nous, égaux à nous, et en nous ciser pour nous parler. Parce que c'est vrai, je crois qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Là, il y a une coupure pour les vacances de Pâques, mais bientôt, il y a une reprise. Dans une quinzaine de jours, il y aura une reprise. Il y a rien pour régler. Et notre souhait, en tout cas, en tant que famille, en tant que parents d'élèves, c'est qu'elle reprise-là pas faite dans les mêmes conditions qu'elle sortie la fête. Donnons, permettons à nos enfants de retourner à l'école. D'autant plus qu'on va attaquer le troisième trimestre. On sait bien que c'est un trimestre un peu particulier. Donc, en nous baillant un petit parle, en nous baillant un petit favelle, essayez de retourner à l'école dans de bonnes conditions. Alors, nous voyons l'école primaire, secondaire, où ça va à l'université. On va aussi la faire avec vous présenter là, parce que à part de petit monde qui là, c'est grand monde. À l'université, les problèmes demeurent. Il y a eu 2-3 grèves successives. Il faut dire qu'il y a une opposition assez particulière à l'encontre du président de l'université en ce moment. Il y avait une rencontre qui était prévue aujourd'hui, qui n'a pas eu lieu, une négociation. Est-ce qu'on a fait que s'intéresse un peu quand même à ce milieu? Absolument, absolument. Il y a eu 1 an et demi, on a effectivement rencontré à l'époque le professeur Stage Janky, président de l'université, sur la question de l'université. C'était notre volonté avec notamment nos amis de l'UPEM, l'Union des parents d'élèves de la Martinique, notre volonté effectivement d'être membre du conseil d'administration de l'université. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait fait sortir un communiqué où nous avons dit que nous pour une université des Antilles. Oui. Et c'est important parce que nous pensons sincèrement qu'il ne faut pas nous aller vers l'université de Guadeloupe, l'université de Martinique. Il faut que nous arrêtions. Donc pourquoi soutient les gens qui, c'est ça, on est en train de dire là? Non, pas ça, Gadi. Ça, c'est position, nous ne pas soutenir pour monde. Nous pas soutenir pour monde à d'habiter là. Ça, d'autant plus qu'en cas à passer sur quoi moi, on a l'autre difficulté à comprendre que là, qu'il a passé à l'université. Quand on attend les deux parties, et en plus, la manière dont les universitaires, qui sont censés être une référence pour notre jeunesse, la manière dont ils aura échangé, les mots qu'ils aura utilisés, en cas dit que pays-là, échappé. Et les mots qu'ils ont utilisés depuis quelques temps, nous rendons compte que ça rentre dans le langage courant, c'est de la vulgarité chez certaines personnes. Maintenant, nous avons dit qu'il faut quand même que, comme on dit en français, redorer l'image de l'université. Dans la mesure que, quand les parents voient cette situation à l'université, ou pas envie de voir Timouna ou l'université des Antilles. Et il faut justement que nos enfants puissent aller à l'université. Il faut que nos enfants puissent aller à l'université, et nous savons très bien comment ça se passe avec Parcoursup. Il y a dit non Parcoursup, où 100% des enfants ont un niveau à eux. Mais parfois, souvent, il y a une 5e vœu là, qui l'université des Antilles. Il y a l'université des Antilles. On a des enfants qui vont à l'université. À défaut. À défaut. Mais il ne faut pas y avoir défaut. Il faut choisir l'université. Il faut que ce soit le premier choix. Mais pour que ce soit le premier choix, il faut justement qu'on puisse avoir une université dynamique. Une université avec des enseignants qui, effectivement, nous donnent envie d'aller à l'université. Et là, dans le débat, en tout cas, je peux comprendre qu'il s'agit de débat entre universitaires. Mais j'ai presque envie de dire aux universitaires, vous n'êtes pas seuls aujourd'hui dans le débat. Et justement, avec les réseaux sociaux, pas tout seul en qualité de débat, là. Quel que soit ça qu'on a dit avec les réseaux sociaux, on l'a d'autres moun avec. Donc, je crois qu'il faut peut-être qu'on donne une autre image à notre université. Parce que je reste persuadé qu'il y a moyen, justement. Vous êtes au conseil d'administration, finalement, ils ont accepté la Non, nous ne pouvons pas rentrer au conseil d'administration. Nous faisons négociation. Dis-nous, il faut rentrer qui gens. Et ça pourquoi aboutir. Et là, avec nos amis en nous de l'UPEM, nous sommes en train de discuter ces questions-là, nous pouvons virer ces questions-là, pour voir dans quelle mesure nous pouvons rentrer effectivement au niveau du conseil d'administration de l'université. Oui, mais l'on va rentrer pour discuter, parce que automatiquement, l'on rentre au conseil d'administration, il faut prendre position. Là.
Oui, non, mais nous ne pouvons pas dans ça, Dani. Nous pouvons arriver nous pouvons à ce stade-là, ça, son réflexion, hein, nous y par étapes, son réflexion, et question là, on va poser la sans ça, parce qu'il n'est pas question pour nous d'aller pour dire nous administrater à l'université, nous tranquilles, et voilà, quelles sont les lignes en plus à mon CV. Ce n'est pas du tout sans sa démarche-là. Sans sa démarche-là, effectivement, nous discutons notamment avec les amis de la Martinique, nous allons défendre les élèves. Mais les élèves, c'est aussi des futurs étudiants. Donc, action, il faut nous prolonger d'une manière ou d'une autre au niveau de l'université. Et nous croyons que cela sont nécessité, d'autant plus que nous avons certaines visions de l'école. C'est aussi une vision, l'école pour permettre qu'à tout le monde nous de réussir, faire en sorte que nos enfants puissent absolument trouver demain, s'insérer professionnellement en Guadeloupe. Et on a pensé que l'université va permettre nous un cadre peut-être plus propice, en tout cas à la discussion. Dernière question avant de se quitter, puisque c'est la trêve entre guillemets pascale. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux parents d'élèves d'ici la rentrée? Et on l'a dit pour les organisations syndicales qui sont en grève, mais aux parents d'élèves, est-ce que la question du masque va encore se poser? Est-ce qu'il faudra encore revoir la rectrice? Quel va être l'agenda? Moi, je ne sais pas. Est-ce que la question va se poser? Nous avons une rencontre avec nos parlementaires et avec tout le monde. Une rencontre en visioconférence cet après-midi à 16h. Donc, on verra. On va échanger on va entendre ce que disent nos parlementaires et toutes les parties seront représentées. On verra bien. Maintenant, pour nous, comme je dis, ce n'est pas la question principale. Ce n'est pas la question prioritaire de l'école. C'est une question parmi tant d'autres. D'accord? Oui. Nous, quelle que soit la décision qui sera prise, nous allons continuer à défendre les enfants de Guadeloupe. Nous allons continuer effectivement à faire en sorte que les choses puissent avancer au niveau de l'école en Guadeloupe. Même si, effectivement, Daniel Xandroni, vous avez raison quand vous dites que ça prend du temps, on a l'impression de répéter les mêmes choses. Ouais. Mais c'est ça, c'est un travail très difficile. Et je rappelle que notre présence à l'école, ce n'est pas seulement pour faire venir, pour parler de radio, télévision, pas ça. C'est que nous sommes présents dans les établissements, dans les conseils d'établissement, nous sommes présents dans les conseils d'école, nous sommes présents dans les instances à tous les niveaux, les instances d'appel pour accompagner des petits mouns. Quand il y a des problèmes d'orientation, nous sommes débordés par les appels des parents, que nous épaulons, que nous aidons justement. Donc c'est un travail et qui est fait. Je rappelle que quand on est au niveau de la FAPEG, c'est un travail gratuit. Parce qu'il n'y a pas d'indemnité, il n'y a pas de jeton. Bénévole ou gratuit, c'est pas vrai. Du bénévole, absolument. Oui. Il n'y a pas de jeton de présence, il n'y a pas d'indemnité, il n'y a rien du tout. Donc, c'est effectivement, on s'investit pour notre pays. C'est parce qu'on se dit, voilà, il faut effectivement aujourd'hui accompagner cette jeunesse guadeloupéenne, il faut accompagner les parents d'élèves. Et donc, c'est une sorte de sacerdoce. En tout cas, nous le faisons avec plaisir, parce que nous pensons qu'il faut effectivement construire l'avenir de la Guadeloupe. Merci Michel Gédéon, président de la FAPEG. On espère qu'effectivement à la rentrée, que les choses vont entrer en place, mais rien n'est moins sûr. Il est déjà 12h57, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite du ZC, là tout de suite. Recevoir Monsieur Harry Osier-Lafontaine, il est chargé de mission de l'INRAE. Bonjour. Bonjour, monsieur Xandronis. Avec nous, on va parler tout à l'heure d'un vaste projet, mais avant, on va parler un petit peu d'alimentation avec une réunion, on va dire, de goût qui a eu lieu, c'était ce week-end. Food Deal, vous connaissez, c'est les ateliers Food Deal qui se font de temps à autre avec notre amie Jessica Boudé. On regarde un peu sur les culinaires, les ateliers Food Deal qu'on propose depuis maintenant 3 ans. Au sein de Food Deal, l'idée est d'inviter différents chefs, influenceurs food à partager des recettes, partager des moments avec différentes personnes. Donc on s'adresse aussi bien aux personnes sachant cuisiner qu'aux personnes ne sachant pas du tout, puisque nous accompagnons jusqu'au bout, les étapes sont faciles et puis les recettes après sont données à la fin. Le brunch créole, c'est une panoplie de recettes qu'on a l'habitude de découvrir en brunch, mais avec des saveurs locales. Par exemple, les pancakes, on va les faire avec de la banane, donc des pancakes de banane. Le chocolat chaud, on va faire notre cacao traditionnel. Les œufs brouillés, on va les parfumer avec un peu de massalé. Le bacon, au lieu de faire du bacon, on va faire des tranches de lard caramélisées au sirop de batterie. Chaque samedi carrément, et même le vendredi soir, l'idée est donc de pouvoir proposer des ateliers de différentes sortes, aussi bien en boulangerie, pâtisserie, cuisine, pour que chaque chose soit vue. Je suis venue à l'atelier Food Deal puisque j'aime cuisiner, j'aime manger. Et pour moi, je trouve que le concept, il est très intéressant, surtout aux Antilles, de découvrir nos produits locaux.
Donc, ça me paraissait tout à fait normal, en fait, de participer même 1 à 2 fois l'année à cet atelier. Je pense qu'on considère comme étant initiés, parce qu'on a quand même des participantes assez gourmandes qui ont l'habitude de cuisiner chez elles, qui ont l'habitude aussi de participer aux ateliers, donc qui ont une certaine aisance en cuisine. Certaines découvrent juste les recettes, vont découvrir ne serait-ce que des techniques de cuisine. Des personnes qui reviennent chaque fois, l'idée de proposer donc des tendances différentes, aussi bien africaines, aussi de la cuisine japonaise, pour apprendre à faire tout ce qui est sushi, sashimi, California Rolls. On travaille beaucoup les produits locaux. Donc même quand une recette est thaïlandaise, par exemple un boboon, on va mettre du juromon, des choses un peu plus locales comme de la papaye dedans. La présence de ma fille, en fait, puisque depuis toute petite, elle veut être pâtissière. Du coup, je l'initie justement au métier de la cuisine, de la pâtisserie. Et quand je peux l'aider à participer à ces ateliers, volontiers, je la fais participer. Voilà, les ateliers Foodils donc chaque semaine et qui utilisent bien sûr des produits du terroir. Alors justement, on va permettre de faire le lien avec ce projet Cambionnette, Monsieur Harry Osier-Lafontaine. Alors expliquez-nous un peu d'où est venue cette idée et quelle est sa perspective. Très bien. Donc, Cambionnette, ça signifie déjà Caribbean and Amazonian Bioeconomic Network. Donc, c'est le réseau caribéen et amazonien de bioéconomie. Donc, je reviendrai sur ce terme tout à l'heure. Donc, c'est un projet qui est financé par le fonds Interreg 5 Caraïbes. Donc, il a été acté donc, en novembre dernier. Voilà. Et donc, son lancement officiel s'est opéré ce vendredi 26 mars, avec l'ensemble des partenaires. Donc, c'est un projet très conséquent puisqu'il réunit une dizaine de pays, de la Caraïbe à la fois insulaire mais aussi continentale, avec le Suriname et la Guyane française. Et puis donc un consortium de 17 partenaires avec une chaîne de valeur très très équilibrée puisqu'il y aura le volet académique avec les centres de recherche, les universités, mais aussi des partenaires, donc les associations, les chambres d'agriculture, voilà, donc les partenaires qui font du réseau et de la vulgarisation. Alors l'objectif central de Cambionnette, c'est donc de contribuer à la transformation, modernisation du secteur agricole et alimentaire de toute la Caraïbe, de la Grande Caraïbe. Alors il cherche à répondre à 3 enjeux principaux. Le premier, donc, c'est comment aller vers une plus grande souveraineté alimentaire. Le second, c'est donc de chercher à mieux s'adapter aux à-coups du changement climatique. Nous sommes des zones particulièrement vulnérables. Et le troisième, c'est de réussir donc les transitions agroécologiques, une agriculture propre et bioéconomique, c'est-à-dire faire le lien entre l'agriculture et la petite industrie, l'industrialisation. Ça veut dire que dans toute cette région caribéenne, Caraïbes, on a à peu près les mêmes problématiques? Alors, c'est vraiment ça la jeunesse de Cambionnette. Nous avons en 2016, à l'occasion du 52e congrès de la Caribbean Food Crop Society, que j'avais organisé donc en Guadeloupe, réuni donc un panel de décideurs politiques de la Caraïbe, Amérique latine, au sein d'un forum donc, dédié justement à ces décideurs politiques. Et c'est à l'occasion de ce forum qu'on s'est prononcé, on a aligné nos visions, alignement des planètes, comme on dit, sur justement une stratégie commune en faveur de la transition agroécologique et bioéconomique des agricultures de la Grande Caraïbe. Alors, le téléspectateur qui nous regarde se pose la question, qu'est-ce que ça va apporter? On vient de voir quelqu'un qui faisait des ateliers avec des produits de chez nous. Qu'est-ce que ça va changer dans notre consommation, dans notre vie quotidienne, quand ce projet aura avancé? Oui. Alors, ça va changer plusieurs choses. Je vais peut-être prendre plusieurs strates pour illustrer un petit peu les impacts de ce projet. Alors, on peut déjà évoquer l'impact politique et stratégique, puisque c'est un projet qui s'inscrit pleinement déjà dans les ambitions de ce qui a été acté en novembre également, ce qu'on appelle le plan stratégique pour la transition agroécologique de Guadeloupe, donc un plan qui a été donc, pensé et porté par la région Guadeloupe. D'accord. Deuxièmement, au niveau de la Grande Caraïbe, comme on le sait, donc on a fêté notre 2e anniversaire de notre adhésion à l'OECS. Et ce projet, qui est quand même un projet d'envergure, va permettre à la Guadeloupe notamment de prendre vraiment position au sein de l'OECS sur ces enjeux qui sont majeurs pour la Caraïbe. Donc ça, c'est déjà un premier niveau. Deuxième niveau, donc plus pratique, ce projet s'attache véritablement
à valoriser nos bioressources. Quand on parle de bioéconomie, c'est l'économie du carbone, c'est l'économie de la photosynthèse. Donc les bioressources, la biodiversité sera au cœur de ce projet à travers justement ce qu'on a appelé l'agriculture de petite échelle, agroécologique et bioéconomique. Alors, c'est vraiment ce dont il s'agit. Nous allons inventorier ces bioressources dans toute la Caraïbe. D'accord. On va inventorier les bonnes pratiques agroécologiques, les bonnes pratiques bioéconomiques, tout ce qui se fait en matière d'économie circulaire, de recyclage, pour constituer une base de données, une banque qui sera gérée par un système d'information très, très, très puissant, qui va permettre une restitution sous des formes et des formats appropriés aux principaux utilisateurs que sont les agriculteurs, les agrotransformateurs et bien d'autres. Donc, vous voyez, ça ira jusqu'aux recettes de cuisine, voilà, à partir de nos bioressources. Donc, ça fait vraiment le lien avec la petite visio qu'on a eue tout à l'heure. Alors, je pose la question, est-ce que les grandes Antilles sont concernées pour l'instant, en dehors de la République dominicaine? Parce qu'on sait qu'en Haïti, il y a beaucoup de problèmes alimentaires. Absolument. Donc, c'est ça aussi l'intérêt du projet. Donc, c'est l'équilibre géographique qu'il permet, puisque sont concernées les grandes Antilles du Nord, avec Cuba, qui a très tôt engagé sa transition agroécologique sous la pression des embargos qu'ils subissent, etc. Haïti, donc notre partenaire principal, c'est IFER International, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale. La République dominicaine, avec l'IDIAF, qui est l'équivalent en gros de d'INRAE là-bas. Donc on aura tout le bloc des petites Antilles, avec les Antilles françaises, Guadeloupe et Martinique, mais aussi tout le bloc OECO, donc Sainte-Lucie, la Dominique, Saint-Vincent, Antigua, Saint-Kitts, etc. Et puis donc Trinidad, la Barbade qui intervient via le PNUD pour le financement de ce on y reviendra tout à l'heure. C'est aussi quelque chose de très fort dans le projet, ce sont les laboratoires pour l'innovation ouverte. On va créer un réseau de Living Lab dans toute la Caraïbe. Et puis donc le bloc du plateau des Guyanes, l'Amazonie, qui est essentiel aussi parce que dans ces territoires-là se développent des choses vraiment très, très intéressantes. Alors ça signifie par exemple que des pratiques, je n'ose pas dire ancestrales, mais des pratiques en tout cas qu'on trouve ici ou là dans la Caraïbe vont pouvoir, il y aura des interéchanges, des progrès, des dimensions critiques et aussi avancer sur tel ou tel projet qu'on utilise. Je prends un exemple simple. Il y a peut-être 4 ou 5, non moins peut-être 4 ou 5 décennies, j'étais allé en Haïti. À l'époque, on faisait du riz à l'ortibonite. Tout à fait. Depuis, les Américains ont un petit peu bousillé cette exploitation. Est-ce que dans cette perspective-là, on peut penser qu'un jour, dans cette région-là, on pourra avoir des productions qu'on ne trouve pas? Oui, alors ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que dans le premier work package, comme on dit, du projet Cambionette, on aura justement à identifier, à inventorier ces pratiques, ces bioressources. Et ces pratiques, justement, on parle de pratiques traditionnelles innovantes. Donc on ira auprès des agriculteurs parce que les agriculteurs innovent beaucoup et ils sont porteurs de beaucoup de process, de créativité. Et on ira voir justement en quoi ils innovent pour l'agroécologie et la bioéconomie. Donc ça va être. Et puis l'autre élément important, c'est que un des enjeux forts de l'agroécologie, c'est ce qu'on appelle la fertilisation croisée. Donc, en gros, il y a des savoirs qui sont divers et variés dans différents contextes. Et on va justement les partager et voir comment, voilà, des idées qui ont été mises à Cuba dans un milieu peut-être aride peuvent s'appliquer, par exemple, au nord Basse-Terre, au nord Grande-Terre, pardon. Voilà, c'est des choses comme ça. Et comment ce qui a été fait, par exemple, en pleine Amazonie guyanaise ou surinamienne, avec la forêt et tout, les agroforêts et tout, ça peut s'appliquer peut-être à des portions de la Guadeloupe, style Saint-Claude, Goubert. Monsieur Ouzier-Lafontaine, que les recherches et les trouvailles vont être dispensées vers nos agriculteurs, par exemple? Oui. Alors, il y a deux éléments qui sont importants à considérer. Ce sont ces laboratoires d'innovation ouverte. Alors, le principe de Living Lab, comme on les appelle, c'est de mettre les principaux bénéficiaires de l'innovation au cœur du processus de construction de l'innovation. Donc, ce sont les agriculteurs, les agrotransformateurs, même les consommateurs, mais en lien avec les chercheurs, bien sûr, les développeurs, les conseillers. Et c'est là que va s'élaborer donc toute la science de l'innovation et qui va ensuite percoler beaucoup plus rapidement puisque les principaux bénéficiaires seront donc impliqués dans ce processus. Donc, ça va être un élément très fort. Nous avons aussi pris la précaution, c'est quelque chose de très important, d'inclure ce qu'on appelle un incubateur.
donc pour accueillir des idées, souvent portées par des jeunes. Et des start-up. Voilà, c'est ça. Donc, pour promouvoir des start-up. Et derrière ça, donc, le système d'information très puissant dont nous allons nous doter, donc, qui sera relayé par des réseaux, parce que nous avons plusieurs gros réseaux qui intègrent le projet. Donc, APK, que vous connaissez en Guadeloupe, voilà, avec M. Philippe Rotin, qui en est le président. Le réseau AACARI, qui brasse un nombre vraiment très, très important d'exploitations dans toute la Caraïbe jusqu'au Suriname. Et puis, le réseau IFAIR International, qui est une ONG qui en Haïti aussi rassemble beaucoup d'exploitations familiales. Donc, c'est sur la base de ces Living Labs, de ces startups et de ces réseaux qui vont être organisés et certainement orientés pour plus d'efficacité que le processus de dissémination sera rendu vraiment impactant, quoi. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici, même avec vous, et c'est une question qui revient souvent. La question du jardin créole, comme on l'appelle, quel peut être son impact dans ce projet et au niveau caribéen? Oui, alors le jardin créole, comme vous le savez, il est représenté dans toute la Caraïbe. Justement, c'est bien. Voilà, en Haïti, il est très présent, en Martinique, Guadeloupe, on le retrouve en Guyane, dans les abattis, sous d'autres formes, etc. Donc ça fait partie de notre ADN, comme on dit. Donc c'est quand même... Et c'est un archétype qui pose, je pense, au-delà du côté pratique du jardin créole, qui à la fois met en place des productions alimentaires, médicinales, voire décoratives et autres, etc. C'est les valeurs qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des valeurs de solidarité, de coup de main, voilà, de partage et tout cela. Donc le jardin créole, ça va nous accompagner. C'est la philosophie même du projet. Il garde complètement sa place. Alors, mais bien sûr, nous allons apporter des innovations, notamment au niveau du digital, de la robotique, etc. Donc il y a des choses qui vont attirer les jeunes, bien sûr. Alors autre chose, on a quand même ici un lycée agricole. Quelle incidence ça peut avoir, 50 Bionette, sur l'enseignement dans le lycée agricole? Alors, j'évoquais tout à l'heure le système d'information, mais nous avons prévu un nombre très très important de vidéos qui seront tournées dans différentes régions de la Caraïbe sur justement des principes innovants, que ce soit en agroécologie, que ce soit en agrotransformation, en économie circulaire. Tous ces supports pourront être des supports pédagogiques qui pourront être repris par les enseignants, les formateurs pour l'apprentissage et l'enseignement d'une manière générale. Donc c'est ça, la dimension formation est très très importante dans ce projet. Et de transmission. Absolument. Du point de vue, il faut quand même parler chiffres, qui va payer? C'est un projet donc, qui est financé par le programme Interreg. Donc, il y a 2 guichets. Donc, il y a le FEDER, que vous connaissez, donc à hauteur de un peu plus de 5 millions d'euros. Et il y a l'autre guichet pour les partenaires extra-communautaires, qui est le FED. Bon, le FEDER a été acté. Le FED est encore en attente, mais on le saura très bientôt. Et puis, bien sûr, il y a toute la contribution, comme on dit, en propre, de tous les partenaires en termes de travail, d'expertise et tout le reste qui va être comptabilisé. Alors, donc c'est un projet qui se chiffre à peu près à 8 millions d'euros. Alors, vendredi dernier, ça a été l'inauguration du projet. Quel va être l'agenda? C'est-à-dire que, on espère un jour sortir de la période de la pandémie. Qu'est-ce qui va se passer concrètement sur le terrain? Sur le terrain. Ce que nous avons prévu, donc après la journée de lancement officielle qui s'est tenue vendredi dernier, c'est donc de mettre en place, d'organiser un webinaire à la fin du mois d'avril pour asseoir toutes les bases du projet, aussi bien au niveau scientifique et technique, c'est-à-dire comment on va fonctionner avec quel agenda, quel timing et tout, qu'au niveau financier, parce que c'est 17 partenaires, 10 pays, ça va être un casse-tête, et donc il faut que les bases soient très claires. Ah non, mais c'est déjà prévu. Nous avons vraiment toute une ingénierie financière avec nos services et puis aussi des consultants qui sont prévus sur le projet. Ça va se mettre en place et sans ça, on ne pourrait pas faire parce que c'est quand même quelque chose de très complexe à gérer. Voilà, donc c'est des gens qui connaissent, dont c'est l'expertise. Donc voilà. Et puis donc en mai, fin mai, nous prévoyons, si les conditions sanitaires nous le permettent, bien sûr, s'il faut se vacciner, on se fera vacciner, voilà. Mais premier séminaire de lancement, mais cette fois scientifique et technique, qui se tiendra probablement à Sainte-Lucie. Ça, j'ai choisi ça parce que Sainte-Lucie, c'est le siège de l'OECS. Et symboliquement, la Guadeloupe fait partie de l'OECS et tout. Il est important que, on parte sur ces bases-là. Et puis, bien sûr, on verra comment organiser les autres séminaires de manière tournante dans les différentes zones géographiques. On peut dire quand même que cette initiative dont vous êtes l'un des
faut le dire, des porte-parole, mais pas seulement des créateurs, va favoriser le développement agricole parce qu'on se posait beaucoup de questions à savoir quel avenir pour l'agriculture, est-ce que les jeunes auront envie d'être agriculteurs, etc., exploitants, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un projet de ce type-là, ça redynamise, ça booste un petit peu l'agriculture? Nous y croyons, vraiment, parce que, bon, il y a deux aspects. Le premier, c'est que l'épisode Covid-19 nous a montré à quel point on était vulnérable. Oui. Et je crois qu'une priorité majeure pour la planète, c'est que toutes les régions renforcent leur souveraineté alimentaire. Oui. Donc pour nous, c'est incontournable, il faut y aller, il faut le faire. Oui. Et le deuxième enjeu pour nous, c'est justement de rendre ce secteur beaucoup plus attractif pour la jeunesse. Oui. Et quand je parlais de modernisation, ça va un peu dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y a les valeurs traditionnelles, mais il y a aussi tout ce qu'on va faire entrer en matière de numérique, de digital. Voilà, il faudra même penser de nouveaux marchés, etc. Oui. Donc ça va requérir une technicité très forte, beaucoup d'intelligence, comme on dit, au champ et dans l'organisation. Et je pense que ça peut séduire beaucoup de nos jeunes. Alors, je pose une question un petit peu particulière. Oui. Souvent, nos consommateurs et consommatrices, quand ils vont dans les supermarchés, ont des ignames de Porto Rico, de Costa Rica, etc., etc. Est-ce que ça veut dire que ces frontières-là vont abolies et la qualité sera le dénominateur commun de ce qu'on va acheter désormais? Oui, vous savez qu'on est dans un système de libre concurrence, etc. Donc on ne pourra pas empêcher ça. Oui. Mais justement, il faudra miser à la fois sur une qualité irréprochable de nos produits. Oui. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'agroécologie. Oui, et puis sur des systèmes aussi de mise en concurrence vis-à-vis des prix du Costa Rica, par exemple, etc., qui soient supportables par les foyers guadeloupéens et autres dans la Caraïbe. Oui. Donc on va travailler sur tout ça. Et tout ça, ça passe justement par une agriculture de précision, comment faire en sorte d'avoir le moins de pertes possible sur la production, la transformation, la conservation, etc. Sur la manière dont on va structurer les marchés, on va les animer, les dynamiser, etc. Donc c'est toute une chaîne de valeur qu'on va co-construire et sur laquelle on va s'appuyer pour rivaliser avec ceux qui nous exportent leurs produits. Une avant-dernière question. Avant-hier, je recevais ici un auteur, un chercheur, Eddy Babel. Il vient de produire un ouvrage sur l'utilisation des tubercules guadeloupéennes et autres pour éviter la pomme de terre, etc. Et il nous disait, entre autres, parce qu'il avait déjà écrit un ouvrage sur le fruit à pain, que le fruit à pain s'est vachement développé en Guadeloupe depuis quelques années. Ça a une incidence quand même. Ah oui, mais bon, déjà en Guadeloupe, lorsque nous avions fêté nos 60 ans à INRAE, nous avions fait ça avec l'association... voilà, dès que je cherche un nom, je l'oublie. Une association du Lamentin. Oui, je sais. Nouvelle Voie, merci, ça me revient. Voilà, donc, et les ateliers qu'on avait organisés portaient essentiellement sur le développement d'une filière fruits à pain. Oui. Donc, on a bien mûri ce projet et on est vraiment en position aujourd'hui pour déposer un projet. Mais oui, il y a des champs, mais il y a aussi un potentiel énorme en matière de collecte. Oui. Voilà. Donc, il faut justement structurer un petit peu ce secteur de la collecte. Et il y a une jeune Guadeloupéenne qui a proposé une association avec une organisation, des règles qui sont très, très intéressantes. Oui. Et ça concerne le fruit à pain, mais ça peut concerner l'avocat, la mangue et plein d'autres productions. En fait, c'est la dernière question. Ça signifie que l'autonomie alimentaire, c'est plus un rêve? Non, vraiment, on est aux portes. On peut. Alors, je parle plus de souveraineté alimentaire, parce que derrière souveraineté alimentaire, il y a peut-être 4 critères qui sont importants. C'est fournir en quantité et en régularité. C'est fournir en qualité qui soit irréprochable, pas de pesticides et tout le reste, ou le moins possible. C'est fournir aussi en diversité. On parle de sortir d'une monotonie alimentaire, on parle d'alimentation santé, manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Donc, on est vraiment dans ce concept. Bien. Voilà. Écoutez, Harry Ozier-Lafontaine vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Non, mais c'est important parce que vous pensez bien que les Guadeloupéens aujourd'hui, surtout dans la période actuelle, ont besoin de savoir ce qui se passe au niveau agricole et surtout si cette initiative peut dynamiser le secteur, qu'il le fasse. Et on vous remercie que vous ayez porté ce projet et vous allez le suivre. Oui, qui va démarrer, tout le travail va commencer. Voilà. On aura besoin de 3 ans. 3 ans. Oui, mais on essaiera d'aller au-delà en mettant en place une gouvernance qui nous permette de pérenniser un peu plus la démarche.
Harry, merci d'être venu. Merci beaucoup, M. Zanonis. On suivra ce projet, effectivement, et vous nous tiendrez informés. Vous avez une bonne chargée de communication, Madame Odette, que je profite pour vous saluer. Et on suivra ce qui va se passer. Voilà, c'est fini merci pour beaucoup. M. Osier-Lafontaine. On se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin du ZC, là, tout de suite. Voilà, 13h33, 2 mots sur la disparition de ce jeune Guadeloupéen, Dylan Kisoka, dit Dorasso. Il a disparu depuis plus d'une dizaine de jours. Ses parents sont à la recherche. Toute personne ayant des informations qui pourraient nous aider à le retrouver sont priés de contacter la gendarmerie de Port-Louis, 70 80 52 et 22 44 80, c'est un fixe. Alors, Dylan Kisoka, d'après ce que me disent ses parents, il n'avait pas l'habitude de ce genre de disparition. C'était un gars normalement très, très régulier et bizarrement, il a disparu depuis maintenant une dizaine de jours. Donc, si vous avez, vous le rencontrez, vous avez une idée de là où il peut être, puisque son frère que j'ai eu m'a dit il a fait son hospitalier, les cliniques, même Fonsarail, il a un peu partout, savoir ce qui s'était passé, il avait été retenu, arrêté, blessé, etc. Aucune nouvelle de ce Dylan Kisoka. Donc, si je sens parler des ouvriers, quand il va dire photo, dites-nous si et faites part. Donc, je répète le numéro gendarmerie 70 80 52 et un fixe 22 44 80, c'est écrit en bas. Deux petits mots sur Simena Créole, femme à l'honneur, il boute Simena ça, reportage de Charlie Dagognan. Mais c'est l'académie qui a donné qui thème pour nous bocanter chaque année. Et thème là, ça a fait 3 années, il a parce que nous on l'eau non adin, nous l'eau manger adin et pour cette on appelle ça débat. Qui donc nous assis thème toujours avec forme en mouvement ici dans tout partout tous les hier, aujourd'hui et demain. Alors langue créole qui représente pour moi plus grand vallée à Guadeloupe. Parce que c'est langue là ça nèg servi avec pendant longtemps pour te prouver ces propriétaires, soi-disant propriétaires esclaves là, que ils pas des bêtes. Parce que c'est qui bête qui va parler. Donc, il n'y a pas parler, donc il n'y a pas de bête. Voilà. Et langue, regardons l'autre race à l'esclavage là-dedans. Pour nous, langue créole, ça représente langue en nous, culture en nous, vie en nous. Ah ben langue créole là, c'est tout pour nous. Puisque nous lever à dedans, nous baigner à dedans tous les jours, nous parler avec langue là, c'est langue en nous, nous parler avec. Même si français là, français là, c'est langue institutionnelle là. Mais langue créole là, quand il est là, il vient en langue régionale, qu'on n'importe quelle langue et nous apprenons l'école. Qui donc, il n'y place ça, il n'y toute place ça aujourd'hui là et c'est presque, on peut dire nous arrivons en bout quand même, puisque le combat là, long, toujours par rapport à avancer à créole, tout partout. Nous préparons un journal, nous marquons ce que nous tenions à marquer en feuille. Et pour Simone Créole, nous avons représenté Jiri à Madame. Alors voilà, c'est pour ça qu'on a commencé à causer là avec vous, dire que la Guadeloupe plein d'ordis d'erreurs, mais il y a plus d'ordis encore dans tête en nous. Et ces ordis là, ça qu'il faut nous débarrasser. Il faut nous débarrasser de tous ces ordis là, ça. Et moi, à un moment là, sont les ordis qui sont en tête en nous. Pour nous voter. Et pour nous voter, il faut nous voir marquer, il faut nous prononcer. Il ne faut pas nous payer. Parce que si vous payez, après, c'est bien insulte. Donc, il ne faut pas payer. Donc, pourquoi c'est vie? Et c'est pourquoi, en le temps principal l'a dit, parce que pour moi, le fait qu'on prononce, le fait qu'on le principal à prononcer, eh bien, il capte toute valeur. Eh bien, nous commençons par préparer le journal là depuis en janvier. Nous invitons Massé et M. Poulet. Nous commençons à faire une petite chorégraphie et 2-3 slams. On fait premier dictionnaire créole. Premier dictionnaire créole. Et on fait santé, on partit une bonne formation pour ça. On retient en France, on a été 10 ans en France, environ en Guadeloupe. Entendons à Marie-Galante, vous voyez moi. Entendre des mots, on partit connaître. Alors, on commence à marquer un petit carnet, on fait un mot, on fait un petit carnet, 2 petits carnets, 3 petits carnets. Et on joue ensemble, il dit, ça, mais pourquoi pas faire un dictionnaire? Il dit, faut faire un dictionnaire. Il dit, mais de toute façon, pas ni. Alors, ça, on fait, qui est toujours bon. Et c'est comme ça que nous commençons à faire le premier dictionnaire. Et aujourd'hui, nous sommes à 6e dictionnaire là. Et pour qui d'autres ne pas faire d'autres dictionnaires, pas ça. Voilà, Hector Poulet, créologue, si on peut crier comme ça. Alors, tout de suite, on va saluer l'arrivée de N.C. Benton. Bonjour. C'est vrai que chevaulogue, c'est la première fois que j'entends ce mot. On en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, on revient à Ida Misso, générique, c'est parti.
Otep, Danick. Alors, nous sommes dans la période qu'on dit Pascal, de semaine oui, sainte, absolument. qui commence vendredi. Oui. Et il y a quand même des petites liaisons, des petites choses à dire là-dessus par rapport à Isis et à Jésus-Christ. Oui, souvenez-vous, depuis le début du carnaval, nous ne cessons de parler d'un mythe qui a été recyclé dans d'autres civilisations. Aujourd'hui, il est parfaitement question de ça. Donc, nous avons montré que la quête d'Isis avait quelque chose à voir avec notre carnaval. Pourquoi il durait, quelle était la symbolique de le faire durer aussi longtemps? À quelle divinité qu'on retrouve dans notre langage on peut associer tout cela? Et nous sommes encore dans ce mythe, puisque en fait, la civilisation égyptienne tourne autour de ce mythe fondateur. Et les 4 panégyriques, rassemblement de tout le peuple qui existe dans le calendrier égyptien, tournent aussi autour. Et donc, ce qui se passe aussi, c'est que les civilisations qui sont à côté, bien évidemment, s'en inspirent. Et nous avons souhaité traiter d'un sujet qui touche à cette fameuse semaine sainte dont on nous parle, mais qui a une valeur très très forte chez les chrétiens. On va voir ça. Voilà. Générique. Oui. Donc, nous allons traiter la question du visage, de visage à l'autre, d'Osiris à Jésus. Alors, l'idée, c'est de montrer comment, quand une civilisation a perdu la mémoire de ses ancêtres, mais qu'est-ce qui lui reste et comment, avec ces matériaux qui lui restent, elle arrive à recycler ces mythes. Et donc, plusieurs scientifiques, plusieurs historiens, chercheurs se sont penchés sur ces correspondances qui existent entre les héros culturels des civilisations antiques. Et ici, c'est le cas, et ça nous permet de comprendre quelle liaison on peut faire entre le christianisme et l'Égypte. Alors, on va partir d'un texte qui est bien connu, c'est « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». C'est une phrase assez énigmatique qui est prononcée par le personnage, on lui attribue, le personnage appelé Jésus, on lui attribue cette parole-là. J'ai mis la référence pour ceux qui veulent vérifier, mais je pense que tout le monde est unanime pour dire que ce texte... Oui, voilà. Et donc, l'idée, c'est de voir que, qu'est-ce qu'une pierre pour un Égyptien? Eh bien, voilà déjà comment on peut le représenter. Vous voyez la translittération INR. Il faut relever, il faut retenir cela. Cela désigne la pierre, le rocher, le bloc de pierre, la brique. Et vous voyez les symboles qui sont mobilisés. Donc, un roseau fleuri, une vague, une onde, la surface de l'eau, une bouche. Et à droite, vous avez le déterminatif qui précise le sens. Tous ces éléments que vous avez à gauche servent à écrire et à signifier le nom de la pierre. Voilà encore une autre représentation, beaucoup plus schématique. Vous avez carrément ce carré qui peut symboliser une brique, un bloc de pierre taillé, comme ceux qu'on retrouve sur les pyramides. Et on voit qu'il y a une dimension entre cette pierre et la notion de divinité, puisque, vous voyez, ici, la pierre qu'on a rejetée, les bâtisseurs, est devenue la pierre d'angle, fait référence à une association entre cette pierre et le divin, puisqu'on considère, pour les chrétiens, cette pierre, c'est le personnage qu'on appelle Jésus. Mais on peut comprendre, chercher à comprendre pourquoi il y a cette association entre la pierre et le divin. Et bien évidemment, si tu n'arrives pas à comprendre qui tu es, tu retournes d'où tu viens, tu vois tu regardes ton passé, et on s'aperçoit en fait que cette pierre en question, c'est un symbole, c'est une façon de nommer aussi Osiris. Iner, nommer la pierre, c'est nommer Osiris lui-même, qui est la divinité, qui est le tout. En fait, la seule divinité réelle de l'Égypte, c'est lui. Eh bien, on sait que cet Osiris va subir une passion, ce qui peut surprendre, puisqu'on est habitué à voir cela comme quelque chose de révolutionnaire quand on le lit dans les livres, le Nouveau Testament. Alors, on va rappeler le mythe, c'est Osiris qui, suite à un banquet, est mis dans un sarcophage, jeté dans le Nil. Sa femme, Isis, va récupérer le sarcophage au bout de plusieurs efforts. Elle va le protéger, veiller dessus jour et nuit, de manière à ce que rien ne lui arrive. Malheureusement, celui qui est à la tête de tout cela, qui est Seth, il va s'en apercevoir, il va identifier le lieu et il va
prendre possession de la dépouille de son frère, Osiris. Il s'en saisit et la découpe en 14 morceaux. Il dispersera ces morceaux sur toute la terre d'Égypte. Isis partira à la recherche de ces morceaux et reconstituera le corps, mais elle ne trouvera que 13 morceaux sur les 14. Donc, ce mythe-là sert à montrer comment les civilisations se créent, parce que en fait tous ces morceaux, c'est l'Égypte. Ce sont des morceaux d'Osiris et ce sont des régions de l'Égypte. Et puis, il y a aussi, on peut voir que derrière ces 14 morceaux, les 14 stations du chemin de croix, et en même temps, ce sont les 14 stations que Isis fait pour récupérer chaque morceau. Et on dit que chaque fois qu'elle a trouvé un morceau, à l'endroit même, elle a fondé un temple. Donc, qui dit un temple dit une ville. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on fait les déambulations lors du carnaval. En fait, on est dans la fameuse quête d'Isis. On peut voir aussi comment on appelle, par quels éléments, on arrive à écrire le nom de Seth en Égypte. Alors, vous voyez qu'il y a ce symbole qui figure une étoffe pliée, une boulette de pain et ensuite un grand rectangle qui signifie une étendue, un bassin rempli d'eau, mais aussi une parcelle de terre. Et ceci sert à désigner Seth. Vous voyez que la queue, elle est tendue, ce qui symbolise, ce qui indique une notion de tension, d'énervement. Vraiment, il n'est pas paisible. Hein? Oui. Et en fait, lui, c'est par cet animal mythique qu'on désigne le plus souvent, qu'on représente le plus souvent Seth. Alors, on va essayer d'identifier en cherchant l'accord avec les deux premiers symboles. Donc, vous voyez qu'en Douala, on dira Sanja étoffe pagne. En Zulgo, on dira Sanda rouleau étoffe. En Bassa, Sanja le pagne. Et c'est la même racine qu'on retrouve ici pour dire le Sanga en doué pour dire le sable, donc le domaine de Seth qui est le désert. En Makame, Sanga le sable. En Lingala, et Sanga le lac. Donc, vous voyez les étendues plates, comme la main aussi, qu'on appelle Gonja, par exemple. En Douala, Sanja, c'est l'étendue plate, c'est la pelouse, c'est la prairie. Donc, vous voyez que cet accord se fait autour de la racine Anja. Pourquoi je parle de cela? C'est parce que vous allez voir que ceci est intimement lié avec des notions que les chrétiens connaissent bien. Alors, vous allez voir qu'avec l'image suivante, vous voyez que le mot pour désigner le sable, c'est justement le mot pour dire disperser, éparpiller. Ce qui vaut que dans notre langue, en Uchikam, on va dire chanda, fuir, déguerpir, parce que lui, c'est lui qui découpe, mais c'est lui qui disperse. Et regardez un texte qui est peu connu. Il nous vient d'Albert de Surgy, c'est un ouvrage paru en 93. Seth fait porter à Osiris, avant sa mise à mort, une couronne d'épines d'acacia. Osiris est appelé dans ses litanies Seigneur des épines d'acacia. Il parviendra à dominer Seth comme Jésus, couronné, lui aussi d'épines, surmontera l'empire du diable. Donc vous voyez que ce sont des symboliques qui sont très fortes, qui relèvent aussi des notions d'initiation, parce que quand on présente les nouveaux initiés, eh bien, ils sont présentés au-dessus d'une estrade, avec une couronne, avec des vêtements bien particuliers. En tout cas, dans le monde antique, c'est comme ça, mais ce sont des traditions qui sont inspirées de nos ancêtres et de la vallée du Nil. Voilà. Donc, M. Albert de Surgy lui-même fait déjà ce parallèle. Il n'est pas le seul, mais en tout cas, on peut voir que cette racine sanja, eh bien, c'est un homophone du mot pour dire l'épine. Lusende, l'épine. Isende, c'est l'épine. En Koyo, en Yombe, Tsendi, c'est l'épine. En Vili, Lusende, c'est l'épine aussi. Donc, vous voyez que Seth, en réalité, il n'a pas l'image du Satan des chrétiens, parce qu'en fait, c'est un purificateur. Il habite le désert, mais c'est l'image sur laquelle ils vont construire le personnage de Jean-Baptiste, celui qui baptise, et qui lui aussi habite le désert. Alors, il y a une notion qui est très importante aussi pour les chrétiens, c'est la notion de visage. Il y a toujours cette quête du visage du Seigneur qui est chantée aussi dans les offices. Et on peut se poser la question pourquoi. Vous voyez déjà comment Osiris est représenté ici. Il est représenté comme un crucifié embaumé dans son linceul. Et vous voyez qu'il figure devant une paire d'yeux, c'est-à-dire un visage. Vous voyez donc cette notion-là, elle est fort ancienne. Mais on peut ajouter quelques éléments de compréhension pour permettre à tout un chacun d'approfondir. Donc vous voyez ces deux yeux. On peut déjà voir comment on les nomme dans les langues africaines modernes. Et vous voyez que le tableau va apparaître et vous allez voir qu'on dit yiso pour dire l'œil en Mba, en Bassa jis l'œil, en Kinyawanda ijiso l'œil, en Lega
l'iso, l'œil. En réalité, nous sommes déjà en train de nommer cette divinité. Son véritable nom, ce n'est pas Osiris. Osiris, ça, c'est les Grecs qui l'ont fait. Mais voyez que ce nom pour dire les yeux, c'est le nom pour dire le visage, la face. Uso en doué, ou wusu, face visage en ehe. En soninke, yeso, face visage. En poulard, yeso, face visage. Et c'est ce mot qui a donné Yeshua, Jésus, Jésus dans le monde occidental. Vous voyez que l'image n'est pas neutre. Et c'est ce qui nous conduit aussi à ce fameux mythe de la sainte appelée Véronique qui aurait essuyé le visage du Seigneur et le visage serait resté imprégné. Mais on peut aller plus loin parce que vous voyez, Sanja, c'est le nom de l'étoffe. En Zulgo, Sanda, c'est le nom de l'étoffe, le pagne, et ça nous conduit aussi à la notion de linceul. Donc, vous voyez qu'il y a tout ce mythe au niveau du sensuaire qui serait à Turin, et voilà. Mais en réalité, c'est exactement la même image, avec des millénaires d'écart, c'est la même image. Revenons à notre fameux Osiris. Nous avons vu qu'il y a un lien entre cette pierre et la divinité. Mais nous ne sommes pas les seuls à faire ce parallèle. Et vous voyez que ce nom, Igner, par lequel était désignée la pierre, c'est le mot même que vous retrouvez au fronton même de la croix, Inri, et qui passe pour être Jésus le Fils, le roi des Juifs. Et en réalité, c'est le nom de la pierre. D'ailleurs, regardez bien, elle a été taillée à l'identique ici. Voilà. Et donc, voilà tout ce qu'on peut dire de cette phrase énigmatique « Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Il y a peut-être des personnes sceptiques, peut-être, mais regardez, le monde de la Bible a sorti, il n'y a pas si longtemps, un exemplaire, justement, donc titré « Une vie après la mort, d'Osiris à Jésus ». Voilà, merci de votre attention. Merci Jean-Luc pour cet éclairage et je me tourne tout de suite vers Ntimantom. Bonjour. Alors, je vous disais tout à l'heure que cheveux longs, je ne savais pas ce que c'était. Je suis heureux de vous accueillir, de nous expliquer un peu quel est ce terme. Bon, on comprend, bien sûr, cheveux longs, c'est des cheveux. Alors, vous êtes spécialiste du soin du cheveu. Oui, c'est ça. Donc, cheveutologue, c'est donc un spécialiste du soin du cheveu et de la peau, mais selon les techniques ancestrales. Donc, on prend le paradigme ancestral pour traiter la peau et les cheveux. Alors, d'où est partie, j'ai envie de dire, cette science? Cette science, en fait, nous vient justement des anciens, depuis la nuit des temps. Donc, c'est une super... Il n'y a pas de hasard dans la vie. Exactement, il n'y a pas de hasard. Donc, elle nous vient des anciens et en fait, ça part d'un constat aussi, c'est que on est dans une époque dite moderne où on est censé maîtriser la science dans tout ce qui est extrêmement grand comme dans tout ce qui est minuscule, mais on se rend compte que pour le problème des cheveux et de la peau du peuple noir, eh bien, en fait, on va tout le temps de tâtonnement en tâtonnement. Alors que quand on regarde les photos de nos anciens, que ce soit même sur les stèles, les temples, etc., on se rend compte que les coiffures étaient beaucoup plus élaborées que maintenant. Donc je pense que c'est eux qui avaient la connaissance. Justement, on se rend compte qu'aujourd'hui, les femmes deviennent de plus en plus nappies. Oui. Alors est-ce que c'est lié un petit peu à cette recherche d'authenticité, retour à des valeurs passées au niveau de la coiffure féminine déjà? Je ne parle même pas encore des hommes. Oui, je pense qu'il y a un mélange un peu de tout. Il y en a qui sont, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont revenus au naturel par déception, ou bien suite à des problèmes, justement, c'est-à-dire à des cuirs chevelus complètement grillés, blessés, brûlés, etc. Et maintenant, il y en a qui reviennent aussi par rapport à une quête parfois identitaire, effectivement, un état d'esprit qui change. Donc vraiment, on revient au naturel pour de multiples raisons, oui. Alors vous êtes ici parce que vous avez fait un masterclass. Comment ça va s'organiser et à qui ça s'adresse? Alors moi, les masterclass s'adressent vraiment à tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes, les enfants que les parents et que les grands-parents, parce que en fait, le but déjà, c'est de connaître notre histoire d'un point de vue capillaire, d'un point de vue soin de la peau et du cheveu, de comprendre quels sont les mots MAUX d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les cheveux ne poussent pas forcément, qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec des alopécies, des calvities, etc. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de démêler les cheveux des enfants qui sont tout le temps en train de crier, pleurer? Et ensuite, on propose des solutions
basé justement sur les techniques ancestrales. Et là, on se rend compte que finalement, c'était simple. Parce que le terme est fort, décolonisons le cheveu afro. Oui. Il se veut un peu provocateur comme titre, effectivement, parce que la vérité, c'est que le vrai titre, en fait, c'est « Émancipons le cheveu afro ». C'est-à-dire que nous, on doit s'émanciper, parce qu'en fait, quand on parle de décoloniser, la personne qui peut, à la limite, décoloniser, j'ai envie de dire, ça serait plutôt le colon. Oui, mais nous, voilà, mais c'est un titre accrocheur exprès, parce que si on nous enferme, si un juge vous met en prison et que vous vous échappez par vous-même, vous n'allez pas dire « j'ai été délivré » ou « j'ai été sorti de prison ». Vous allez dire « je me suis évadé ». Donc à nous aussi, vis-à-vis par rapport aux cheveux et par rapport à toute l'industrie qui tourne autour du cheveu, ce sont quand même des milliards en euros ou en dollars qui circulent et qui ne sont pas forcément détenus par la communauté. Ça signifie que, je mets des guillemets au terme, qu'il y a des remèdes maintenant pour avoir une meilleure chevelure, aussi bien en Guadeloupe en Martinique, enfin d'une manière générale, chez les afro-descendants. Oui. Et très souvent, on se rendra compte que c'est les anciens qui détenaient ça. Même ici, enfin, je reviens de la Martinique, je suis arrivé hier à peine en terre guadeloupéenne. Et en fait, c'est assez simple. Il suffit de regarder les photos de vos mamans et des grands-mères au même âge que nous avons actuellement, quels que soient nos âges. Et on se rend compte que c'était facile d'avoir les cheveux jusqu'aux épaules. Oui. Alors qu'aujourd'hui, une jeune fille, parfois de 20-25 ans, ça va être difficile d'atteindre cette hauteur-là. Et la cause, ce sont les produits chimiques, les produits non adaptés à notre chevelure, c'est ça? C'est ça. Vraiment, c'est d'abord ça le constat, c'est qu'on agresse en permanence le cheveu. Oui. Depuis la sortie du ventre de sa mère jusqu'à la mort, entre guillemets, on est en train d'agresser nos cheveux avec des produits qui ne sont pas adaptés. Alors, aux gens qui vous regardent en ce moment, hommes ou femmes, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de leur dire, déjà, venez. C'est ce soir? Oui, il y a une masterclass ce soir. Ça se passe où? C'est au Café Papier. Oui, Café Papier, oui, on m'a dit que c'est dans la même zone. Ça a été organisé donc par Marie, justement, de la Perle Noire Air, justement. Donc c'est une coiffeuse qui a plus de 40 ans de métier quand même. Donc elle m'a contacté et elle m'a dit, voilà, moi j'aimerais bien entendre ce que tu as à dire là-dessus, parce que voilà, c'est une professionnelle et elle aimerait bien comprendre. Bon, elle a pu voir déjà mon approche, hein. Donc venez, c'est ouvert vraiment à tout le monde, aussi bien à ceux qui sont au naturel que les personnes qui sont défrisées et autres. On est ouvert à tous et on va discuter ensemble, parce que moi dans les masterclass, j'apprends, mais j'apprends aussi des autres. Donc, alors ce retour au naturel, ça se fait comment? C'est une démarche, j'ai envie de dire intellectuelle, mais aussi matérielle et physique, c'est-à-dire où il y a des choses qu'on ne doit plus faire avec ses cheveux. Oui. On ne doit plus les torturer, en fait, tout simplement. Parce que nous, en fait, on a appris la souffrance depuis tout petit. Surtout les petites filles, il faut souffrir pour être belle. La séance de démêlage du cheveu, c'est une vraie séance que souvent les petites filles essayent d'esquiver ou autre. Et même là, hein, j'ai des adultes qui reconnaissent que depuis toute petite, elles se souviennent de ces moments de torture, quoi. Donc oui, il faut vraiment... La teinture aussi, les cheveux et les faces. Je suis au regret de dire que très souvent, oui. Surtout les teintures qui sont réputées durer plus longtemps. Oui. Donc il y a des fixateurs qui sont mis dedans. Et il faut savoir que tout ce qu'on met sur la tête, ça va forcément dans le sang. Donc l'équation est vite résolue. Le masterclass, ça dure combien de temps? En fait, je dois avouer que de base, ça dure normalement le temps qu'il faut, le temps qu'on épuise les questions et autres. Bon, maintenant, avec les conditions actuelles sanitaires, ce sera de 17h à peut-être 20h, 21h, grand max, le temps que les gens puissent rentrer. Mais il faut savoir qu'en général, une masterclass peut durer entre 3 et 7-8 heures, à peu près. Et vous conseillez aussi des produits naturels ou... Oui. En général, je m'adapte à la pharmacopée locale. C'est-à-dire que, là, vous êtes sûr que je parlerai de l'huile de ricin. Ici, on utilisait beaucoup d'huile carapate. Exactement, c'est ça. Autrefois. Voilà. On remet ça sur le tapis, comme on dit. C'est ça, on remet sur le tapis et on démontre que ça fonctionne. Parce que là, on ne va pas être que théorique. Oui. C'est-à-dire qu'il y aura un moment de pratique où on va voir qu'en fait, parfois, ce qui manquait, c'était juste une bonne gestuelle. Oui. Comment manipuler le cheveu, le traiter pour aller de l'avant. Parce qu'il y a plein de produits naturels qu'on utilisait dans le passé. Tout à fait. Qui sont oubliés, puisque vous avez dit que c'est vrai que l'industrie du cheveu aujourd'hui, c'est une véritable industrie qui
qui brasse des millions et des millions, même plus. Et on vend beaucoup de produits, entre guillemets, dits pour les cheveux afro, mais finalement, le résultat, c'est ça. Oui. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que moi, en fait, ce que je propose avec cette masterclass, c'est qu'on puisse vraiment s'émanciper. Donc, plus que de prescrire seulement tel ou tel produit, c'est de réussir à comprendre le fonctionnement et de faire en sorte qu'à chaque fois... une démarche intellectuelle aussi, c'est ça. Exactement. À chaque fois qu'on va être confronté à une offre ou je ne sais quoi, eh bien, on est capable de nous-mêmes de réfléchir et de se rendre compte si c'est adapté ou pas pour nous, quoi. Jean-Luc, une question peut-être? En fait, je salue vraiment cette initiative. Il faut savoir quand même, c'est vrai, il y a un marché énorme autour du cheveu du Nord. Mais il faut savoir que cette prise de conscience du respect du cheveu entraîne une chute, une décroissance constante de ce marché d'à peu près 12 à 13% chaque année. C'est-à-dire que ce marché-là, des produits chimiques et tout ça, est en train de s'effondrer du fait qu'il y ait une véritable prise de conscience. Chez les afrodescendants, mais en général. Chez les afrodescendants. Oui. Et ce qu'il faut souvent, ce sont des personnes comme Sibenton pour vraiment expliquer et donner vraiment toute la latitude du soin du cheveu. Et je pense que, bon, on avait un magasin qui était spécialisé dans les cheveux qui a fermé, qui a annoncé sa fermeture. C'est pas étranger. D'accord. Voilà. Donc, on vous souhaite bon masterclass. Enfin, un dernier mot peut-être. Oui, mais venez. Hein. Ce soir, à partir de 17h. Ce soir, à partir de 17h. Juste à côté, Café Papier. Pas loin, les gens connaissent. Et puis demain, il y a une séance de diagnostic privé que je vais faire. Individuel, exactement. Oui. Toujours Café Papier Non, ça sera plutôt chez Daniel Guériga. Guériga, donc c'est un styliste, hein, c'est lui qui m'a fait l'honneur de m'habiller. Il est ici même en Guadeloupe. Et donc demain, entre 10h et quasiment 20h, il y aura une série de diagnostics privés. Ça dure à peu près 20 minutes où les gens pourront m'exposer un peu ce qu'il y a. Donc en résumé, on peut encore sauver le cheveu afro. Complètement. Notre cheveu, ça sera même le cheveu d'Osiris, j'ai envie de dire. Et du coup, il y a des faits comme Isis ou Iset, selon chacun, qui sont là. Et cette mémoire est encore là et elle ne s'arrêtera pas. Donc voilà, moi je ne fais que partie d'une longue chaîne de transmission qui existe depuis longtemps, grâce à ces ces gardiens du temple qui ont fait en sorte qu'un jeune comme moi puisse avoir accès à ces connaissances-là. Bien, Sibenton, on vous remercie d'être venu en tout cas. Merci beaucoup. On rappelle, il va être 14h pratiquement. Je rappelle qu'en début de ZCL, on a reçu Michel Gillion de la Fédération des parents d'élèves de la Guadeloupe. Avec lui, on a vu la question du masque pour les enfants, mais pas que. Les problèmes de l'école demeurent et sont réels. La FAPEG, d'ailleurs, a ce soir un webinaire avec les institutions pour savoir comment orienter les choses. Ensuite, on a reçu Harry Osier-Lafontaine, qui est le chef chargé de mission sur une problématique très importante aujourd'hui aussi pour nous, on a la Caraïbe, Cambionnette, un projet pour construire ensemble une nouvelle agriculture dans la zone Caraïbe-Amazonie. On voit bien que de plus en plus, avec cette pandémie, on se rapproche, et ça n'a pas mon mauvais butin, puisque nous, on y en a jusqu'à fait. On a aussi, bien sûr, comme chaque lundi reçu Jean-Luc, avec lui, on a fait un petit peu le parallèle entre Osiris et Jésus. Et puis on termine, j'ai envie de dire en beauté pour le cheveu, avec Sibenton. Merci d'être venu. Merci. Et on donne rendez-vous, donc on le rappelle, cet après-midi à partir de 17h au Café Papier. Et demain, il y aura des rencontres individualisées. En tout cas, merci pour ça. La réalisation aujourd'hui était assurée par Kevin. Je rappelle une dernière fois la disparition de Dylan Kizoka, d'Idorasso. Si vous avez des renseignements sur ce jeune qui a disparu depuis une dizaine de jours maintenant, appelez au numéro que vous voyez affiché sur votre téléviseur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition du ZCL News en direct de Canal 10, de RHT et de C10FM. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.